Notre invité, Bruno Le Roux, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Bruno Le Roux. Dans l'affaire des écoutes, qu'est-ce qu'il y a de plus important? Les mensonges des ministres ou les soupçons autour de Nicolas Sarkozy? Il n'y a pas de mensonge d'abord. Et donc le terme n'est pas approprié. Il n'y a eu aucun mensonge des ministres. On peut concéder maladresse, c'est le terme qui a été employé. Moi je préfère une maladresse à des malversations. Et en même temps, rien ne doit faire oublier le fond de ces affaires. Et le fond de ces affaires, ce sont des enquêtes répétées sur des faits qui ont été, semble-t-il, commis avant que la gauche n'arrive en situation de responsabilité, sur des enquêtes qui ont été ouvertes avant que la gauche n'arrive en situation de responsabilité, et sur lesquelles la gauche doit laisser la justice. La gauche, parce qu'elle est au pouvoir, parce qu'elle est aux responsabilités, doit laisser la justice enquêter en toute sérénité et en toute indépendance. Et c'est ce qui est fait depuis maintenant presque 2 ans. Mais Bruno Le Roux, je vais revenir sur... On ne va pas passer la demi-heure sur les mensonges. Vous dites qu'il n'y a pas de mensonges. Vous dites qu'il y a des maladresses, maladresses de communication, maladresses... Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va être très simple. On va réécouter ce que disait Christiane Taubira sur TF1 lundi soir. Elle répondait à mon confrère Gilles Boulot. Quand avez-vous appris que Nicolas Sarkozy était sur écoute? L'avez-vous appris comme nous, en lisant le journal Le Monde à 13 h vendredi, ou avant? La réponse à votre question est très claire, je n'avais pas l'information avant. Là, elle a menti. Oui. Elle avait l'information le 28, mais, 28 février. Tout simplement parce que dans ce type, et je comprends cette expression, puisque la façon dont on voulait savoir, c'était sur le contenu, c'était pour savoir si elle avait demandé quelque chose. Je peux aujourd'hui vous confirmer, mais vous le savez sans que j'ai à vous le dire, que Christiane Taubira n'a demandé aucun document, n'a demandé elle n'a rien demandé, remontée, elle n'a rien demandé. Vous êtes d'accord, mais les procédures on lui ont a été totalement envoyé normales. certains documents, elle les a même brandis hier. Mais on lui a... Certaines lettres précisant, non pas le contenu, mais l'objet des soupçons portant sur Nicolas Sarkozy. On lui a envoyé des notes qu'elle n'a pas demandées, qui font partie d'une procédure normale. Elle les a reçues le 28 février. Oui, et donc c'est pour ça que je concède... C'est pour ça qu'elle a menti lundi soir. C'est pour ça que je concède une maladresse. Quand elle est dans cette affaire et quand on est au cœur... Oui, mais on peut se poser la question. Non, mais Bruno Le Roux, je ne vais pas faire de polémique. Je vous pose simplement la question. Pourquoi est-ce qu'un responsable politique, quel qu'il soit, de gauche, de droite ou d'ailleurs, n'arrive pas à parfois dire, ben oui, j'ai eu ces documents le 28, je les avais en main, ces documents, mais je ne veux pas savoir ce qu'il y a dans l'enquête, je laisse aux juges le soin de faire leur travail. Je vais vous le dire et je le regrette, c'est parce qu'elle a très certainement considéré à ce moment de l'affaire que dire qu'elle avait eu cette note qui aurait semblé normale sur le fonctionnement de la justice aurait été considérée comme l'ayant demandé, comme ayant eu accès aux choses, comme ayant pu instrumentaliser toutes choses dont on avait l'habitude auparavant. Et c'est pour ça que je concède une maladresse dans la façon dont il y a pu y avoir une expression. Mais enfin, qu'est cette maladresse par rapport aux malversations dont il est question aujourd'hui et sur lesquelles la justice doit pouvoir enquêter? Je vais y revenir. Et c'est bien pour ça que tout le bruit qui est fait depuis maintenant plusieurs jours n'a qu'une seule dimension en fin de compte. Essayez de disqualifier la justice. Essayez de la disqualifier. Essayez de disqualifier la justice. Essayez de l'empêcher. C'est un écran de fumée. Je l'ai dit, c'est un écran de fumée, d'ailleurs c'est un écran de fumée commode. D'abord pour M. Copé, chacun peut comprendre que dans la période, il aime que l'on parle d'autre chose que de lui-même, que de ce qui peut lui être reproché. C'est pour ça qu'il en fait tous les jours. Mais il en fait quand même tous les jours plusieurs tonnes sur ces affaires, alors qu'il n'y a pas motif que la justice, et d'ailleurs personne n'a pu amener une seule fois une expression d'un dysfonctionnement dans la façon dont la justice a opéré. Et si la garde des Sceaux a eu à connaître cette note, c'est bien parce qu'elle n'a pas eu à connaître auparavant les écoutes qui ont été faites dans le cadre d'une première enquête qui est antérieure même à l'arrivée de la garde des Sceaux au ministère de la Justice, Christiane Taubira. Et donc, il y a un fonctionnement tout à fait normal de la justice. Moi, je m'en félicite. Et je trouve aujourd'hui que tout ce qui est dit depuis plusieurs jours n'a que peu de rapport avec la réalité des choses, qui est les faits graves
qui sont présumés reprochés à M. Sarkozy. Bien, je vais revenir sur les faits graves, mais je voudrais terminer avec ça. Tout de même, Christiane Taubira donc n'a pas dit la vérité. Je vais oublier le mot mensonge, n'a pas dit la vérité lundi soir. Le Premier ministre n'a pas dit la vérité vendredi dernier, il est obligé de la dire mardi soir. Franchement, ça laisse un goût. Mettez-vous à la place des Français. Mais je dis toujours ça, mais c'est vrai, mettez-vous. Vous vous mettez à la place des Français, mais je me mets à la place des Français, et c'est pour ça que je pense que quelquefois les choses doivent être dites, mais ont quelquefois du mal à être expliquées. Quand un ministre de la Justice... Elles ont du mal à être dites. Quand un ministre de la Justice dit « je savais aujourd'hui », c'est lu par ceux qui réagissent dans la minute comme étant « ah mais si elle savait, c'est qu'elle a fait pression ». Elle était régulièrement tenue au courant des détails des évolutions de l'enquête. Non. Non ? Non. Ah bon? Non, elle a été tenue au détail de l'ouverture d'une nouvelle enquête. Elle n'était pas tenue au détail, elle ne connaissait pas la façon dont la première enquête se déroulait, et c'est bien normal, car les juges d'instruction doivent pouvoir agir de façon totalement indépendante. Elle a eu une note qui lui est remontée à l'ouverture d'une nouvelle enquête, dans un cadre qui est un cadre nouveau. Auparavant, on demandait à ce que les PV remontent, par exemple. Aujourd'hui, les PV, ils ne remontent plus au ministre de la Justice. C'est interdit qu'ils remontent. Et donc, il y a une note qui lui est arrivée venant du procureur financier sur l'ouverture d'une nouvelle enquête, et c'est là qu'elle a eu connaissance de ce qui avait été fait auparavant. Et en aucun cas, elle n'a sollicité de note, et en aucun cas, elle n'a voulu se tenir au courant des choses. Dans cette note, il est fait état des soupçons sur Nicolas Sarkozy. Je ne le sais pas, je n'ai pas vu. Mais moi, je l'ai lu, la note. Mais c'est une note, là encore, je l'ai lu. Mais c'est une note qui a été faite par un magistrat, qui a été faite... Qui a été envoyée à la garde des Sceaux, la direction, qui a été envoyée à la garde des Sceaux. Mais c'est une note qu'elle n'a pas sollicitée. C'est une note qui la tient au courant. Mais elle l'a eue sur son bureau. C'est une note qu'elle a eue sur son bureau, c'est une note qu'elle n'a pas sollicitée, c'est une note qui n'a entraîné absolument aucune consigne de sa part. On est là sur un fonctionnement, tout ce qu'il y a de plus normal. Et si demain je vous disais, mais la ministre de la Justice, elle ne reçoit rien, elle n'est pas tenue au courant, elle n'est pas capable de répondre à l'Assemblée aux questions des parlementaires, elle n'est pas capable de veiller à ce que la politique pénale soit mise en œuvre sur le territoire, mais vous me diriez à quoi ça sert d'avoir une ministre de la Justice si elle n'est au courant de rien? Eh bien là, elle est au courant des procédures au moment où elle a à les connaître, elle ne les sollicite pas et elle n'en fait pas usage derrière pour diriger le cours de la justice. C'est quand même un changement notable par rapport à ce qu'on a pu connaître. Pour résumer, elle a été prévenue le 26 février, c'est ce qu'a fait un procureur général de Paris, elle n'intervient pas, d'accord, mais elle était informée. Bien, le ministre de l'Intérieur dit, lui, moi, je ne sais rien, j'ai tout appris par la presse. Mais est-ce crédible? C'est normal et c'est rassurant. Je ne souhaite même pas que ce soit crédible. Je souhaite que ce soit crédible. Oui, mais moi, je dis que c'est normal et que c'est rassurant. Et donc la question, ce n'est pas crédible. Il est mal informé, non? Non. Le ministre de l'Intérieur, il est chargé de la sécurité des Français. Il est chargé de faire en sorte que dans mes cités à Saint-Ouen, on arrive à éradiquer le commerce de drogue. Il n'est pas là, et quand les policiers interviennent pour faire des écoutes, c'est sous le contrôle de la justice, sous le contrôle de la ministre de la Justice et des services de la justice, et pas du ministre de l'Intérieur. Et donc il est bien, on a été trop habitués à l'absence de séparation ces dernières années, avec un certain nombre de ministres de l'Intérieur qui cultivaient le côté barbouze, à vouloir tout savoir, et à se tenir au courant. Mais je pense à un certain nombre de ceux qui nous ont précédés, enfin, il suffit de penser de M. Pasqua à ceux qui nous ont précédés. Il y avait les ministres de l'Intérieur à qui on demandait tous les matins un certain nombre de comptes sur ce qui se passait dans le pays, l'officiel et le non-officiel. Eh bien aujourd'hui, avoir un ministère de l'Intérieur qui dit, à partir du moment où la police travaille sous la responsabilité du ministre de la Justice dans des enquêtes judiciaires, je n'ai pas à connaître ce qui se passe, cela me semble rassurant. Donc si j'ai bien compris, il ne savait pas, il ne savait rien. Mais c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Et moi, je n'ai aucune raison de ne pas le croire. Vous le croyez? Mais bien entendu, j'ai toutes les raisons de le croire. Très bien, très bien. Et François Hollande savait depuis le 4 mars, c'est ça, hein, si j'ai bien compris. Si j'ai bien écouté, là aussi, encore, depuis le 4 mars. Je n'ai là-dessus pas de confirmation à vous donner, mais en tout cas... C'est ce qu'a dit Manuel Valls. Mais en tout cas, si le président de la République savait, il ne savait que ce qui était remonté par le canal normal du ministère de la Justice à la garde des Sceaux. Bien. Les soupçons concernant Nicolas Sarkozy. Il a été écouté, ça vous paraît logique?
Qu'on les plaçait sur écoute? Je ne veux pas, moi, juger des procédures qui ont été décidées par des juges d'instruction. Si les juges d'instruction pensent qu'il est nécessaire de mettre sur écoute quelqu'un, ils le font valoir dans leur procédure, et ensuite ça peut être débattu, ça peut être de façon contradictoire mis en cause. Donc c'est un acte de procédure. Conversation entre Nicolas Sarkozy et son avocat, Maître Herzog, sur une ligne téléphonique ouverte sous un faux nom. Vous avez une ligne téléphonique ouverte sous un faux nom, monsieur Bourdin? C'est quoi? C'est de l'usurpation d'identité? Je ne sais pas, mais vous n'en éprouvez pas le besoin? Moi, je n'en éprouve pas le besoin non plus. Pourquoi en éprouve-t-il le besoin, selon vous? Eh bien, c'est une question que je veux poser, et c'est une question que je pose publiquement. Comment, quand on est un responsable politique, un ancien président de la République, éprouve-t-on le besoin d'ouvrir une ligne téléphonique sous un faux nom? Vous savez, la dernière fois que j'ai entendu parler de ça, c'était les dealers de la cité Cordon, en face de chez moi, à Saint-Ouen, dont la police me disait qu'ils ouvraient un certain nombre de lignes pour avoir des communications talkie-walkie sécurisées avec un certain nombre. Voilà la dernière fois que j'ai entendu parler de l'ouverture d'une ligne téléphonique sous un faux nom. Et donc ça, c'est une question. Ça signifie quoi, selon vous? Mais ça signifie qu'il y avait une volonté de cacher. Alors peut-être était-il au courant? Peut-être avait-il été mis au courant, je ne sais pas, je formule ici des hypothèses. De cacher quoi? Mais quand on veut prendre une ligne sous un faux nom, c'est que l'on a envie d'avoir des conversations qui soient des conversations que personne ne pourra remonter, qu'on a un numéro dont on ne veut pas qu'il soit connu. Est-ce qu'on ne veut pas qu'il soit connu de ceux qui sont à côté de vous ou d'autres? Que voulait-il savoir? Je n'en sais rien, mais c'est au juge de lui poser la question. Et c'est à cela qu'il doit faire sa clé en toute liberté. J'ai vu dans les notes brandies par Christiane Taubira le rôle joué par Gilbert Azibert, magistrat à la Cour de cassation. Il y a un trafic d'influence qui aujourd'hui, d'après ce que je lis, est présumé par les juges. Vous l'avez lu aussi? Eh bien, mais Christiane Taubira je l'ai lu dans la presse, mais quelle est la question qui est posée? Est-ce que la question c'est de savoir, ou est-ce que la question c'est d'empêcher les juges de travailler? Est-ce que la question c'est de savoir, ou la question c'est de leur demander de faire des choses? Les juges peuvent travailler en toute indépendance. Mais les choses ne sont... D'un côté les juges travaillent en toute indépendance. Mais monsieur Bourdin, ce n'est pas vous ni moi qui diront que les choses sont claires ou pas. C'est les juges qui feront à la fin de leur instruction, qui rendront un avis, qui rendront un certain nombre de conclusions, et qui ensuite, de façon contradictoire, les droits de la défense s'exerceront. C'est comme ça que se passent les choses. Mais quand on dit la vérité, les choses ne sont-elles pas plus claires? Mais on la cherche, la vérité, aujourd'hui. Et ça serait beaucoup plus facile que M. Sarkozy sur beaucoup d'affaires. Vous avez des soupçons? Écoutez, moi j'écoute et je trouve que la qualification des faits qui sont reprochés sont particulièrement graves, et c'est pour ça qu'il ne faut pas bâtir ce rideau de fumée à ne pas parler de la réalité. On peut parler au complot, on peut parler du complot, on peut dénoncer les complots. Vous pensez que Nicolas Sarkozy pourrait cacher un financement de sa campagne présidentielle de 2007? Il semblerait qu'il ait au moins caché une identité. Quand il a loué un téléphone. Vous êtes poursuivi pour ça, d'ailleurs? Non, je ne crois pas, je ne pense pas. Mais ensuite, c'est l'usage que l'on fait de ces choses-là. Bon, c'est pas très bien. Moi, je pense que les citoyens qui nous écoutent ne vont pas demain chez leur opérateur téléphonique avec de faux papiers pour ouvrir une fausse ligne téléphonique. Bon, c'est quand même quelque chose sur lequel on peut s'accorder. Et donc, il n'y a pas, suivant ce vieux dicton populaire, de fumée sans feu. Eh bien, moi, je souhaite que ce soit à la justice, et uniquement à elle, d'enquêter sur ces choses-là. Alors, pour terminer, Jean-François Copé appelle les Français à ne pas se faire avoir par un gouvernement aux abois qu'il soupçonne d'avoir contribué à violer le secret de l'instruction. Nous en discutons un peu tout à l'heure. Monsieur Copé, aujourd'hui, vous savez, il essaye de faire oublier les manipulations et les tentatives de surfacturation qu'on lui reproche dans son propre parti. Et donc, dès qu'il peut s'échapper sur un terrain pour essayer de mettre en cause le gouvernement, il essaye de le faire. Il essaye de créer le scandale jour après jour par des déclarations solennelles qui se suivent et se ressemblent beaucoup trop. Et donc, je le lui redis aujourd'hui, la justice, elle ne fonctionne pas comme il a eu l'habitude de l'avoir fonctionné pendant des années. Bruno Leroux, doute, défiance, écœurement des Français aussi, tout le monde l'entend. Mais je peux le comprendre, mais il n'y a pas de raison. Est-ce que vous allez en payer le prix, tous? Les Français. Je vous dis franchement la question, aux municipales, aux européennes. Mais moi je veux vous répondre très clairement qu'il n'y a aucune raison, et que les Français doivent être attachés à une chose, que la justice fonctionne, que l'on soit faible ou que l'on soit puissant. Et que l'on dise la vérité. Que l'on soit de gauche ou de droite, que l'on soit de gauche et de droite, que l'on dise la vérité. Bien entendu. Et la vérité doit être aujourd'hui la seule chose qui doit guider l'action. Que tout le monde dise la vérité à droite comme à gauche. Mais bien entendu. Et il n'y a absolument Alors pourquoi ne pas avoir dit la vérité depuis le début dans cette affaire? C'était si simple. Bruno Leroux, vous le savez bien. Mais nous en revenons à notre point de départ. Mais oui, malheureusement. Et c'est là que je veux bien concéder une maladresse que je ne mets pas avec un signe d'égalité face aux malversations qui sont aujourd'hui en instruction par la justice. Est-ce que le remaniement s'impose?
Moi, je n'ai jamais pensé que le remaniement était Pas tout de suite, mais après les municipales... Je n'ai jamais pensé que le remaniement était autre chose aujourd'hui que supputation de journalistes pour essayer de trouver le motif. Je ne pense pas qu'il y ait un remaniement nécessaire. Le gouvernement doit rester ce qu'il est avec le nombre de ministres qu'il a. J'ai plaidé le resserrement il y a plus d'un an déjà. Donc vous le plaidez toujours. Ça n'avait pas été fait, je trouve toujours que c'est une bonne idée. Mais enfin, aujourd'hui, je suis mobilisé sur le pacte de responsabilité et pas sur le remaniement du gouvernement. D'ailleurs, sur le pacte de responsabilité, je pense devoir jouer un rôle. Je n'en exerce que très peu sur le remaniement. Bon, alors on va parler du pacte de responsabilité, Bruno Le Roux, et notamment de la baisse des charges sur les bas salaires. Parce que plusieurs économistes nous disent que c'est la bonne solution. Il va y avoir des aides accordées aux entreprises. Ça y est, elles sont en route. Fin mars, on en saura un peu plus. Est-ce que vous plaidez, est-ce que vous dites ce matin, il faut baisser les charges sur les bas salaires? Écoutez, la discussion se fait, mais je trouve que c'est une belle idée. Je trouve que c'est une bonne idée. Vous plaidez pour ça? Mais en tout cas, quand je vois les chiffres, j'ai envie de creuser encore une fois cette idée-là, tout simplement parce que ce que nous mettons aujourd'hui comme aide pour le tissu économique de notre pays, c'est des aides à la compétitivité et c'est des aides à l'emploi. Tant que nous n'avons pas inversé durablement la courbe du chômage, les deux doivent être liés, la compétitivité et l'emploi. Et la deuxième raison, c'est parce que moi je pense qu'il y a dans notre pays, on parle souvent des grandes entreprises, elles sont importantes pour le nom de la France, pour la renommée de la France, mais il y a un tissu de PME, il y a un artisanat dans notre pays qui souffre d'une façon terrible aujourd'hui et j'aimerais qu'il y ait des mesures qui soient des mesures s'adressant en priorité aux PME ces mesures, et aux artisans. C'est quoi? C'est justement la baisse des charges sur les bas salaires? Ça peut être ces mesures-là, ça peut être, moi j'évoque, et j'ai travaillé avec le ministre de l'Emploi depuis quelques semaines à l'idée d'un zéro cotisation sociale pour tout emploi nouveau créé par des artisans ou par des PME. Je suis artisan, patron de PME, je crée un nouvel emploi, je ne paie pas de charges sociales. À partir du moment où cet emploi ne remplace pas un emploi existant et donc est véritablement un emploi supplémentaire, à partir du moment où il enlève quelqu'un du chômage, Pendant combien de temps je ne paierai pas de charges sociales? Il faut éviter les effets d'aubaine. Donc moi j'ai donné au ministre de l'Emploi la durée de 3 années. On peut bien entendu en discuter. J'observe que même si bien entendu je ne suis pas fan de tout ce que fait M. Rajoy, mais M. Rajoy a mis en place un forfait social en Espagne pour les nouveaux emplois, 100 € pour un nouvel emploi. Peut-être devra-t-on en arriver là, mais en tout cas... Est-ce que le gouvernement est sur cette piste-là aussi? Je souhaite, moi, et je continue à dire... Vous souhaitez, mais... oui, mais attendez, les décisions sont en train, les discussions sont en train de se faire. L'arbitrage. Moi, je vous dis quel est mon sentiment. Mon sentiment est qu'il faut des mesures qui sont des mesures fortes pour le tissu de PME, le tissu d'artisans de notre pays. Donc avant tout, mais le MEDEF n'en veut pas, pardon de vous le dire, mais le MEDEF ne veut pas de cette solution. Le MEDEF, vous savez, il représente souvent beaucoup trop les grandes entreprises. Moi, j'y suis attentif, je les reçois régulièrement. Je sais qu'aujourd'hui, dans la compétition internationale, elles ont un certain nombre de difficultés. Donc je suis pour que nous essayions de les régler avec eux. Mais quand j'entends M. Gattaz dire « Ah oui, on a discuté avec les syndicats, mais en fin de compte, on fait ce que l'on veut des aides qui vont nous être données, et ça pourra aller aux dividendes. » J'ai envie de lui dire des choses simples. Mettons-nous ensemble, et si vous voulez avancer, M. Gattaz, ça veut dire qu'il faut mettre la compétitivité des entreprises. Et là, je vous donne un gage, mais que de votre côté, vous devez mettre l'emploi au cœur de tout. Et dites de façon claire qu'il ne peut pas y avoir de dividendes sans pouvoir d'achat. Et que le temps de la distribution des dividendes devra être le temps du pouvoir d'achat pour les salariés. Et à partir du moment où on peut se mettre d'accord là-dessus, et je pense qu'on peut se mettre d'accord là-dessus avec M. Gattaz, alors les choses deviennent plus vite compréhensibles pour les Français parce qu'on va dans le même sens. Alors Bruno Le Roux, on aide les PME et les artisans, donc on est bien d'accord, baisse des charges et baisse des impôts aussi parallèlement, parce que je me souviens de la promesse de François Hollande quand même, il avait bien expliqué que l'impôt sur les sociétés payé par les sociétés était trop important, 38% en France, qu'il fallait le baisser, et notamment baisser prioritairement les impôts des PME. Tout à fait. On n'a rien vu depuis 2 ans. D'abord parce que nous sommes, vous le savez, dans une situation de crise, et qu'il faut sortir, il faut redresser le pays, et que tout le monde a été mis à contribution, pas simplement les Français, mais aussi les entreprises, que nous avons, là encore, introduit plus de justice, nous avons rapproché le taux d'imposition réel
payé par les PME et les grandes entreprises. Vous n'avez pas échappé ces dernières années que les grandes entreprises arrivaient à échapper beaucoup trop facilement à l'impôt. Les PME, elles le payaient plein pot. On a réussi à faire en sorte que les choses puissent se retrouver. Moi, je plaide bien entendu pour que, dès que cela sera possible, il y a un groupe sur la fiscalité des entreprises qui a été installé par le Premier ministre, un groupe sur la fiscalité des ménages. Je souhaite bien entendu pour que, dès que nous en ayons la possibilité, nous puissions baisser, comme le président de la République s'y est engagé dans sa campagne, le taux d'impôt sur les sociétés, notamment pour les PME et notamment pour celles qui réinvestissent. Et c'est là que la question de la redistribution est importante. Quand on réinvestit dans l'entreprise, quand on investit dans l'entreprise, quand on protège le pouvoir d'achat des salariés, on doit être aidé. Merci Bruno Leroux, 8h56. Merci.